Premièrement, une récession est d'ores et déjà reflétée dans les cours des principaux actifs. Ce que l'on pensait être initialement un choc typique externe temporaire qui allait se calmer a en fait conduit à une récession car les mesures que les gouvernements ont dû prendre pour contenir la propagation de cette épidémie ont mécaniquement plongé l'économie réelle dans une contraction. À partir des niveaux actuels de valorisation, qui reflètent donc cette récession, la clé est d'observer quelles vont être ou non les mesures apportées par les gouvernements. Face à la situation à laquelle nous sommes confrontés, la mesure la plus efficace, la plus immédiate, c'est ce qu'on appelle la théorie moderne qui vise à faire travailler la politique monétaire conjointement à la politique fiscale, en injectant dans l'économie, en direct, des fonds étatiques monétisés par la Banque centrale. Donc techniquement, par exemple pour la Suisse, ça consisterait pour le Conseil fédéral à émettre un emprunt zéro coupon perpétuel, demander à la Banque centrale de le souscrire et ensuite utiliser cet argent pour compenser les pertes de revenus des entreprises qui ont dû temporairement cesser leur activité. Si on ne fait pas cela, malheureusement, la vitesse de circulation de la monnaie dans le système pourrait se réduire encore et conduire à une déflation. Pour pouvoir amener cette réponse de politique non conventionnelle mais appropriée, on doit favoriser dans les portefeuilles les actifs qui sont exposés à des pays qui ont la capacité d'imprimer la monnaie dans laquelle ils empruntent. La Suisse est un exemple. On peut aussi citer des pays comme Singapour, les États-Unis bien sûr. Singapour, à cet égard, a été exemplaire dans sa réponse de politique sanitaire pour contenir la propagation du virus. Un portefeuille exposé à des systèmes politiques et à des gouvernements qui peuvent prendre des décisions rapides et efficaces a plus de chances de traverser cette crise en limitant le dommage. Certains pourraient être tentés d'explorer les actifs qui ont le plus souffert dans la baisse que nous venons de vivre. C'est une approche certes tentante, mais dangereuse dans la mesure où les actifs les plus impactés sont les plus hautement dépendants de la monétisation par les gouvernements des mesures de stimulation fiscale. Nous pensons qu'il est préférable de rester concentré sur les actifs de qualité qui nous permettent de traverser cette crise, d'une part en dormant mieux et en gardant des perspectives de rendement intéressantes une fois que le cycle se normalisera. Les partisans des cryptoactifs ont construit l'histoire de cette nouvelle classe d'actifs sur l'idée qu'en cas de crise aiguë, générale du système financier en particulier, il constituerait une source de diversification bienvenue dans laquelle l'argent et les investisseurs se réfugieraient. Malheureusement, force est faite de constater que le premier test réel de ces cryptoactifs, depuis qu'ils ont été inventés, a échoué, puisque les principaux parmi eux ont baissé dans des proportions largement supérieures à celles des principaux indices boursiers à ce stade. L'or, évidemment, vient immédiatement à l'esprit lorsqu'on imagine une crise de l'ampleur et de la nature de celle que nous sommes en train de vivre. L'or a initialement répondu très favorablement et ensuite a baissé dans les derniers jours, assez sensiblement également. On peut se demander pourquoi, compte tenu de l'aggravation de la crise, l'or n'a pas continué à monter. En fait, l'or est souvent mal compris. Certes, c'est dans une certaine mesure une protection en cas d'hyperinflation, mais surtout l'or sous forme physique a une caractéristique unique. C'est un très bon actif de protection contre le risque systémique, le risque de contrepartie ou de crédit. Or, à ce stade, heureusement, nous n'avons pas encore
de montée marquée du risque systémique. Ça pourrait être le cas toutefois, et avec le repli récent des cours, les investisseurs peuvent le considérer comme actif de diversification dans les portefeuilles au niveau actuel. On dit souvent que la phrase la plus dangereuse en investissement, c'est de prétendre que cette fois c'est différent. Force est faite de constater toutefois qu'il y a quand même un élément nouveau que personne n'a expérimenté jusqu'ici, c'est de devoir en quelque sorte fermer de larges pans de l'économie entièrement. De nombreux individus, de nombreuses sociétés voient leur activité cesser brutalement du jour au lendemain. Le cash flow des entreprises concernées est donc extrêmement incertain aujourd'hui. Évidemment, le cas peut-être le plus parlant sont les compagnies d'aviation. Et évidemment, le potentiel de récupération de ces actifs dépend fortement des politiques qui vont être mises en œuvre ou pas par les principaux gouvernements concernés. Donc, parier sur les actifs qui ont le plus souffert nous paraît un pari extrêmement risqué, même si optiquement, les valorisations peuvent paraître attractives aujourd'hui. Finalement, je pense que le plus important, c'est de bien garder à l'esprit qu'en fonction des réponses que les gouvernements vont apporter à cette crise, le potentiel d'évolution des prix des principales classes d'actifs, obligations d'État, crédits, actions, or, dans les différents scénarios, diverge considérablement. La route la plus prudente est de rester investi, bien diversifié, avec un biais qualité. Ce n'est pas un temps pour prendre des paris extrêmes, ni vers le cash, ni vers l'une ou l'autre des classes d'actifs que j'ai mentionnées.